Nous sommes le 4 mai 1953 et les lauréats des traditionnels prix Pulitzer sont annoncés aux États-Unis. Dans la catégorie fiction, c'est Ernest Hemingway, 53 ans, qui est récompensé. Un écrivain américain qui a su captiver la génération des lecteurs de l'entre-deux-guerres dans le monde entier, mais qui, après la guerre, est considéré comme ayant fait son temps. Même l'œuvre pour laquelle il a reçu le prix est prodigieuse, et lui-même n'a absolument pas prévu qu'elle lui apporterait un tel succès. Il ne s'agit même pas d'un roman, mais d'une novella qui, en 127 pages seulement, raconte l'histoire d'un pêcheur vieillissant, Santiago, et de son combat solitaire contre un marlin géant, un poisson semblable à l'espadon. Un poisson semblable à l'espadon. Pour le vieil homme, la prise est vitale après une longue période d'échec. Il se bat donc pendant plus de 2 jours contre le géant, qui semble être au-dessus de ses forces. Il finit par le vaincre et l'attache au flanc du bateau, mais il n'a plus la force de le défendre contre les requins qui lui arrachent toute sa chair. Du poisson de sa vie, il ne reste qu'un squelette. L'histoire de la lutte courageuse mais vaine d'un homme contre l'adversité mettra le point final à la renommée d'Hemingway. Elle incarne de manière impressionnante l'une des idées principales de l'ensemble de l'œuvre. L'homme peut être détruit, mais pas vaincu. Un an plus tard, Ernest Hemingway reçoit lui aussi le prix Nobel. Il vivra encore 7 ans, mais ne publiera pas d'autres livres de son vivant. Hemingway est né en 1899 dans la banlieue de Chicago. Sa mère rêvait d'une carrière de chanteuse d'opéra lorsqu'elle était jeune. Suivant la coutume de l'époque de ne pas faire de distinction entre les vêtements de garçons et de filles dès le plus jeune âge, elle habille le petit Ernest avec les vêtements de sa sœur aînée et le coiffe comme une fille. D'autre part, son père, médecin, l'emmenait très tôt dans la nature et à la chasse. Ces 2 éléments ont peut-être contribué à l'esprit enfantin qui a marqué l'œuvre et la vie d'Hemingway. Après le lycée, il refuse d'aller à l'université et commence à écrire pour le Kansas City Star. C'est là qu'il acquiert les bases du style qu'il utilisera plus tard pour écrire ses livres. Des phrases courtes et directes, l'accent mis sur la vérité et l'absence de fioritures. Il s'agit d'une nouveauté absolue dans le monde littéraire. Lorsque les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale en 1917, l'armée ne s'intéresse pas à Ernest en raison de sa mauvaise vue. Au moins, il se porte volontaire pour la Croix-Rouge. Il apporte son aide en France et surtout sur le front italien, où il est grièvement blessé lors de la grande bataille de la Piave. Malgré cela, il réussit à mettre à l'abri un soldat qu'il soignait avant de s'effondrer. Il reçoit pour cela la médaille du mérite militaire et mettra à profit ses expériences au front et lors de sa convalescence à Milan. C'est là qu'il tombe éperdument amoureux d'une infirmière pour écrire 10 ans plus tard son roman Goodbye Army, qui fera définitivement de lui un écrivain acclamé. Hemingway vit dans de nombreux endroits entre les 2 guerres. La France. À Paris, il se lie d'amitié avec des écrivains américains qui y vivent alors, dont Francis Scott Fitzgerald, et rencontre l'écrivain et intellectuel Gertrude Stein. Elle donne à ces jeunes hommes, dont la vie a été affectée très tôt par la guerre, le nom de génération perdue. En Espagne, lors d'un voyage, vous tomberez amoureux du pays lui-même et de ses habitants, ainsi que de la corrida traditionnelle. C'est cette atmosphère qu'il utilise dans son premier roman en 1926. Dans les années 1930, il achète une grande maison sur l'île de Key West, au large de la Floride. C'est là qu'il écrit et qu'il va pêcher avec des amis de gros poissons, thon, espadon et marlin. Certaines de ses prises sont vraiment spectaculaires. Il passe également de longues semaines en safari, à chasser le gros gibier. C'est là aussi qu'il trouve l'inspiration pour nombre de ses œuvres, comme le livre Les collines vertes d'Afrique. En 1939, il achète la villa Finca Vigia près de la Havane. Il y vivra par intermittence jusqu'en 1960 et y écrira ses œuvres les plus célèbres. Pour qui sonne le glas et le vieil homme et la mer. Si Hemingway n'est pas très régulier dans ses choix de résidence, il l'est encore moins dans ses relations avec les femmes. En 25 ans, il se marie 4 fois, sans compter les maîtresses. Les côtés sombres de son caractère y sont sans doute pour quelque chose. Il tombe amoureux de femmes qu'il admire, mais il est aussi vaniteux, égoïste et possessif. Les relations se terminent donc en ruine, et Hemingway se remarie toujours immédiatement après le divorce. Première femme, Adlai Richardson.
De 8 ans l'aîné d'Ernest, ils se marient en 1921, passent des années ensemble à Paris, ont un fils, Jack. Ils divorcent en 1927. Hemingway a alors une liaison avec son amie Pauline depuis 2 ans. Deuxième femme, Pauline Pfeiffer. De 5 ans son aîné, ils se marient immédiatement en 1927. Ils ont 2 fils, Patrick et Gregory. Un catholique convaincu, lorsque Hemingway commence à vivre avec la correspondante de guerre Martha Gellhorn, celle-ci refuse longtemps de divorcer. Elle finit par y consentir en 1940. Troisième épouse, Martha Gellhorn. Il se marie 3 semaines après le divorce d'Hemingway, l'une des journalistes de guerre les plus respectées du XXe siècle. Elle avait 9 ans de moins que lui et ils n'ont pas eu d'enfant. C'est avec elle que l'ego masculin d'Hemingway s'est le plus heurté. Elle est aussi la seule à avoir rompu avec lui. Et non l'inverse, cela s'est passé en 1945. La 4e épouse, Mary Walsh. Journaliste, ils se sont mariés 1 an plus tard et elle est restée avec lui jusqu'à sa mort. Elle avait le même âge que Martha, mais était beaucoup moins ambitieuse. Au milieu des années 1950, alors que Hemingway était déjà en mauvaise santé, elle s'est transformée en infirmière attentionnée. Tout cela vous paraît-il bien peu de temps? Ne vous y trompez pas, nous n'avons pas fini. En 1937, Hemingway fait un reportage sur la guerre civile espagnole. Loin d'être un simple observateur, il aide les républicains et les interbrigadistes du monde entier à combattre les fascistes de Franco par tous les moyens possibles. Il y trouve la matière de son roman To Whom the Bell Tolls, et noue également des relations avec les soviétiques qui, selon les archives, déboucheront plus tard sur une collaboration avec leurs services secrets. Quoi qu'il en soit, s'il était un agent, son nom de code aurait dû être Argo. Il n'a en rien aidé les soviétiques. Il n'a jamais eu d'informations importantes. Il a passé le début de la guerre à Cuba et à la fin, il est allé en Europe en tant que correspondant. Mais c'était plutôt pour se montrer devant sa femme Martha. Elle est la seule journaliste à se rendre sur le site du débarquement allié en Normandie. Ernest observe les événements de loin. Ce n'est que fin juillet 1944 qu'il part avec l'infanterie américaine pour Paris. Là encore, il ne se contente pas d'être un simple journaliste non participant. Il a même organisé la milice locale dans la ville de Rambouillet, près de Paris. Après la guerre, il a été interrogé à ce sujet, mais il a finalement été blanchi et a même reçu d'autres honneurs. Sa relation avec Martha s'est finalement rompue à la fin de la guerre, et il vit désormais avec sa dernière épouse, Mary, et occasionnellement avec une jeune femme de 19 ans, mademoiselle Adriana Ivancic, qu'il a rencontrée en Italie. C'est elle qui a eu une grande influence sur l'épanouissement créatif d'Hemingway, qui a obtenu le prix Pulitzer et le prix Nobel. Un tournant majeur dans sa vie se produit en 1954. Il est victime de 2 accidents d'avion en 2 jours en Afrique. Même si l'on apprend en Amérique qu'il est mort dans le second, Hemingway survit. Mais les blessures qu'il subit, en particulier de graves commotions cérébrales et une fuite de liquide céphalo-rachidien, le marquent à jamais. Il commence à souffrir de dépression et à l'idée fixe que le FBI le surveille. Des années plus tard, il s'avère que c'est vrai, mais pas autant qu'il le pensait. Il subit des traitements répétés dans le service psychiatrique de la prestigieuse Mayo Clinic, recevant 15 chocs électriques à la tête. Il quitte la clinique en 1960 dans un état d'appauvrissement. Aux problèmes mentaux s'ajoutent les séquelles des maladies dont il a souffert. Malaria, dysenterie et cancer de la peau, et les problèmes liés à la consommation excessive d'alcool, hypertension, maladie du foie et des reins, diabète. Pour ne rien arranger, il souffre depuis longtemps de troubles de la vue. Les événements connaissent rapidement une fin tragique. Le 2 juillet 1961, Ernest Hemingway prend son fusil préféré, entre dans le foyer de sa maison de l'Idaho et se tire une balle dans la tête. Le médecin de garde parle d'un accident, mais personne dans l'entourage de l'écrivain ne doute qu'il s'agisse d'un suicide. Pour tout le monde, il était parfaitement logique qu'Ernest Hemingway, l'homme et l'écrivain, ait décidé d'écrire lui-même les dernières lignes de l'histoire extraordinaire de sa vie, et à sa manière.